Le VIH-Sida est une problématique pour la santé publique. La Guinée doit considérablement réduire le nombre d'infections et de décès dus au VIH en vue d'atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 qui vise à mettre fin à ce fléau. Quelles sont les stratégies de prise en charge des 3,90, voire les 3,95? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030? Les réponses à ces questions de haute importance, nous recevons M. Sékou Tidiane Touré, responsable des activités communautaires et de support aux patients chez MSF, Médecins sans frontières, Mme Kadjetou Bodji Baldé, activiste, membre du réseau guinéen des associations des personnes infectées et affectées par le VIH. Les explications, c'est dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Retour en plateau, le thème va porter sur les défis dans la lutte contre le VIH-Sida à l'horizon 2030. Et vous pouvez donc nous joindre au 625 58 et 90 73, c'est la deuxième partie. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois. Bonsoir Madame Baldé, bonsoir Monsieur Touré. Bonsoir, le tableau de bord pour les objectifs de développement durable est loin d'être satisfaisant vu les chiffres. 1,5 taux de prévalence du VIH. Monsieur Touré, quels sont donc les défis de prise en charge du VIH à l'horizon 2030? Merci Madame Sissoko. Et vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de saluer vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je travaille pour Médecins sans frontières, donc permettez-moi de vous dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Allez-y. Médecins sans frontières est une organisation médicale humanitaire qui apporte son secours aux populations en détresse, aux victimes de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, sans distinction de sexe, de religion ou de politique. Globalement, nous sommes dans plus de 70 pays dans le monde et en Guinée, et nous sommes présents dans ce pays depuis 1987. Et je mettrai l'accent principalement sur 1983, qui est la date charnière, la date historique par rapport à l'intervention de MSF en Guinée. C'est la date qui correspond à l'ouverture du projet VIH-Sida en Guinée. Et le projet Conakry, donc qui avait pour base à Matam. Et donc il vous souviendra que depuis entre 2003 et 1990, voilà, et entre 2003 jusqu'à environ auprès de 2009, toute l'expertise médicale était basée au CMC de Matam. Ce n'est qu'après que MSF a entamé un processus de transfert de l'expertise de MSF dans d'autres structures. Ce qui fait aujourd'hui qu'en dehors de Matam, nous sommes dans 8 autres structures périphériques ici à Conakry et au niveau de l'hôpital Donka. Voilà. Mais rapidement, je voudrais vous dire aussi que MSF est un grand partenaire du ministère de la Santé. Voilà, MSF apporte une grande réponse face aux épidémies en Guinée. Historiquement, MSF a appuyé la Guinée dans la lutte contre le choléra. Nous avons appuyé la Guinée dans la lutte contre Ebola. Lorsque l'épidémie du Covid aussi, le pays a été confronté au coronavirus, MSF a été un des acteurs majeurs. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la lutte contre le paludisme en Haute-Guinée, à Kouroussa. C'est pour vous dire que MSF est aux côtés
de la population guinéenne dans la lutte contre les maladies de façon globale. Alors, nous revenons à notre question, les grands défis de lutte de la prise en charge du VIH à l'horizon 2030. Madame Sissoko, en 2014, l'humanité s'était faite une grande promesse, celle d'en finir avec le sida. D'accord. Et la Guinée souscrit justement à cette vision de lutte contre le sida de façon globale. Qu'est-ce à dire? C'est qu'à travers l'ONU-SIDA, le monde s'est fait la promesse de faire en sorte que 95% des personnes vivant avec le VIH-SIDA sachent effectivement qu'elles vivent avec le VIH-SIDA. Donc, il faut donner la possibilité à cette population d'accéder au statut. Donc, ça, c'est le premier 95 dont on parle, qui n'est autre 95 que celui axé sur l'accès au statut. Et le deuxième 90 voudrait que parmi ceux qui sont sous traitement antirétroviral, donc tous ceux qui ont eu accès au traitement, qu'on fasse de sorte que 95% de ceux-ci accèdent, parmi les 95% qui ont eu accès au statut précoce, qu'on fasse en sorte que 95% de ceux-ci aient accès au traitement. Et que parmi ceux qui ont accès au traitement, qu'on fasse de sorte que 95% parviennent à ce qu'on appelle à la suppression virale. Donc, pour vous résumer la situation, les 3,95 sont bâtis, premièrement, autour de la promotion de l'accès au statut, donc de l'accès au dépistage précoce. Le deuxième 95 s'articule autour justement de la mise sous traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH. Et le troisième 90, le troisième 95, c'est le combat qui voudrait que 95% de ceux qui ont été mis sous traitement parviennent à ce qu'on appelle la suppression virale. Mais juste un rappel, je crois il y a dans un passé très récent, on parlait des 3,90. Aujourd'hui, on entend les 3,95, mais qui répondent aux mêmes critères. Est-ce qu'aujourd'hui, tel est le cas? Est-ce que c'est le cas? Les premiers 95 connaissent leur statut, les deuxièmes 95 soit sous traitement, et le troisième 95 la charge virale indictable, suppression de la charge. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à cela à peu près, ou bien on attend jusqu'à 2030, parce que c'est la date que l'on annonce très souvent d'ailleurs? Oui, globalement, il faut se dire que la Guinée a fait des efforts. Mais par rapport à l'objectif, il reste encore beaucoup de choses. Oui, parce que les chiffres, quand même, le chiffre est parlant, à 1,5, c'est peu, comme taux de prévalence, c'est très peu. Alors, est-ce que d'ici 2030, on y arrivera? Alors, nous parlons de deux choses différentes. Et parce que les 1,5% concernent ce qu'on appelle la séroprévalence. Justement, oui. D'accord. Alors que les 3,95, c'est un autre objectif, justement, qui intègre en termes, comment dirais-je, de stratégie. Comment arriver à cela? Pour bannir, pour comment supprimer, arriver, en tout cas pour... je ne dirais pas pour bannir le VIH, mais comment arriver à mettre fin au sida. Parce que vous savez, le VIH et le sida, c'est deux choses un peu différentes. Donc, globalement, oui, la Guinée est encore loin des objectifs de 95. Mais d'ici 2030, quand même, on pourra quand même parler, on peut s'approcher, on peut prétendre à ces 3,95 d'ici 2030. Oui, mais en fait, aujourd'hui... Il ne faudrait pas oublier qu'on a perdu avec Ebola, on a perdu 2 ans. Avec coronavirus, on a perdu aussi 2 ans, ça fait 4 ans de perdu.
Oui. Donc si tout cela, on doit tenir compte de ces 4 ans de perdu, est-ce que d'ici 2030, on y arrivera, M. Touré? Je dis oui, mais à une seule condition. Laquelle? Parce que le combat contre le VIH-Sida est un objectif étatique. Ça dépend de la volonté politique. De l'État. Je pense qu'avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, avec la volonté du gouvernement à accompagner le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Donc je pense que si on a suffisamment de financement et que si les activités sont bien déployées et très bien suivies sur le terrain, je pense qu'on pourrait parvenir à cet objectif. C'est l'accompagnement financier qu'il faut mettre en place pour aider. On n'a pas oublié Madame Baldé. Hein? Madame Baldé Bodji, je rappelle que vous êtes membre du réseau guinéen des associations des personnes affectées par le VIH-Sida. Et selon vous, quels sont donc les mécanismes à mettre en place pour surmonter ces défis? Permettez-moi d'abord de vous dire bonjour. Bonjour, et merci encore d'être dans cette grande émission. C'est une fois de plus. Le plaisir est partagé. Merci vraiment pour cette question et je me réjouis et je me rajoute un peu sur ce que vient de dire M. Touré. La Guinée peut bien surmonter ces défis. Pour cela, il faut faciliter l'accès au statut, c'est-à-dire le dépistage précoce, et qu'on ait un financement adéquat sur la lutte contre le VIH. Parce que même si les intrants sont financés, il faut qu'on se rassure que le médicament arrive au patient au bon moment. Okay. Et quand le patient a accès à son médicament, et là, peut-être, et là, on pourra arriver à relever ce défi. Madame Bodji, Madame Baldé, élevez un tout petit peu la voix pour permettre aux téléspectateurs de vous suivre et comprendre ce que vous dites. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de comme M. Touré, vous dégager un peu. Donc de parler comme une femme. Alors, c'est normal. Ok. Là, je disais, on peut bien surmonter ce défi en facilitant l'accès au statut. D'accord. C'est-à-dire le dépistage précoce. Oui. Et qu'on ait un financement adéquat sur la lutte contre le VIH. D'accord. Mais n'oublions pas, il y a un petit problème parce que seulement 60% des besoins sur la lutte contre le VIH est couvert. 60%. Donc, avec l'accompagnement de l'État et la disponibilité des intrants, surtout de bien veiller sur la chaîne d'approvisionnement. Parce que même s'il y a des financements qui sont faits en place, il faut s'assurer que le patient a son traitement à temps. D'accord. Donc cela pourra nous permettre à surmonter le défi. Ok, vous avez parlé de dépistage précoce, la chaîne d'approvisionnement, il faut que les patients aient les médicaments à temps. Oui. Ça, c'est au niveau de votre association où vous travaillez en synergie avec Médecins Sans Frontières? On travaille avec Médecins Sans Frontières, mais la chaîne d'approvisionnement n'est pas au niveau des associations, mais plutôt au niveau gouvernemental. Parce que là, il y a un petit souci, parce que si je peux dire, sur cette chaîne d'approvisionnement, il faut qu'on implique les PVVIH. Avec l'implication des PVVIH, les personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH, c'est ce qui est abrégé en PVVIH. Donc, en les impliquant dans la chaîne, ça peut améliorer un peu. Madame Baldé, qui doit impliquer ces personnes infectées par les PVVH? Qui doit les impliquer, eux-mêmes ou vous, les membres du réseau? Au moment où nous battons, nous sommes sur le terrain avec MSF. Bien sûr, les associations sont impliquées dans la chaîne.
Mais au niveau, par exemple, du gouvernement, à la PCG, les PVH ne sont pas du tout impliqués dedans. Okay. Oui. C'est nécessaire qu'ils soient impliqués? Si, c'est nécessaire parce qu'il y a un adage qui dit tout ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. D'accord. Donc ils doivent être impliqués, c'est-à-dire que dans l'amont, en aval, dans tout le circuit. Très bien. Malgré les efforts consentis, cette question est valable pour vous, M. Touré. Il y a encore du chemin à faire, non? N'est-ce pas, M. Touré, à votre niveau, parlez-nous un petit peu. Et Mme Baldé aussi va nous dire qu'est-ce qu'il faut dans le cadre de relever toujours ces défis. Peut-être je vais juste compléter ce que Mme Baldé vient de dire. Et si vous voulez le secret de comment surmonter ces défis, je pense qu'il se trouve à 2 niveaux. Le premier niveau aujourd'hui, il faut structurer et renforcer notre stratégie de prévention en termes de lutte contre le VIH. En quoi faisant? En assurant d'abord la promotion des 3,95. Il faut mettre des activités tout au long de l'année. Est-ce que vous comprenez? Dans la communauté, à l'intérieur des structures de prise en charge et dans l'ensemble du pays pour s'assurer justement que ce mécanisme il est en place. La deuxième chose, il faut mettre des actions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un pays avec une forte stigmatisation. Le taux de stigmatisation est très élevé en Guinée. Je pense que nous sommes dans le top 2 de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi, il faut lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut s'assurer que ces associations ont un espace qui leur permette ici de développer des activités génératrices de revenus. Est-ce que vous comprenez? Qui vont les permettre petit à petit de se passer de l'aide à travers les différents accompagnements techniques qu'ils recevront à cet effet. Donc, le premier niveau, le premier secret, je disais tout à l'heure, structurer et renforcer notre stratégie de prévention. Le deuxième secret, la deuxième solution donc, c'est de tout faire pour parvenir à identifier les patients en VIH avancé qui se trouvent dans la communauté, qui ne sont pas pour le moment identifiés. Donc, notre stratégie doit nous permettre aujourd'hui d'identifier ceci et de les traiter de manière précoce pour ne pas que ceci, justement, reviennent dans les structures de prise en charge, comme on le constate aujourd'hui, à un niveau où on ne peut plus grand-chose. Donc, pour cela, il faut aussi faire en sorte que tous les patients qui sont en échec thérapeutique aujourd'hui, qui sont suivis, que tous ces patients aussi soient identifiés et traités. Il faut faire en sorte que les enfants vivant avec le VIH aient accès à une prise en charge rapide et adaptée, parce que le traitement des enfants et celui des adultes n'est pas le même. Donc il faut accorder une priorité à la prise en charge des enfants. Il faut aussi prendre en charge les populations vulnérables, parce que dans toutes nos communautés, il y a une série de populations qui est plus exposée que les autres par rapport au VIH-Sida. Il faut qu'on ait une stratégie qui nous permette aussi de les identifier. Ensuite, il faut faire en sorte que, de manière pérenne, qu'on ait des espaces au niveau médical, au niveau psychosocial, qui permettent aux patients de s'exprimer et de poser leurs problèmes. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Lorsqu'il parle, un des secrets, est-ce que vous, les associations, vous avez un espace permettant de faire des activités génératrices de revenus? Si vous n'avez pas, comment on appelle ça, si vous n'êtes pas accompagné par des partenaires, est-ce que Madame Boudji, vous avez ces espaces? Est-ce que vous avez les moyens de faire face à ce secret dont Monsieur
Touré fait allusion. Bon, merci pour cette question parce que c'est une question qui est très pertinente. Au sein des associations, ce n'est pas toutes les associations qui sont en mesure de créer ce genre. Oui. Donc, il y a une faible accompagnement de l'État au niveau des associations de la société civile, des associations de personnes vivant avec le VIH. Je peux prendre exemple sur quelques associations qui ont des partenaires, mais ce n'est pas toutes les associations qui ont des partenaires techniques et financiers qui peuvent les accompagner sur le financement. Et avec l'accompagnement de ces associations-là, si les PVVH ont des petits AGR qui peuvent les permettre à survivre, ils peuvent mieux aussi vivre avec leur... Et ça va diminuer aussi la stigmatisation. La stigmatisation, là, est liée encore plus parce que la personne est faible, elle est diminuée. Elle n'a pas la voix au chapitre. Mais si la personne se prend en charge, elle est libre financièrement, donc elle ne sera pas stigmatisée. Et si elle est PVVH, elle est diminuée, elle est stigmatisée. Mais si la personne tout de suite, elle est libre financièrement, elle est accompagnée physiquement, bien portant, elle ne pourra pas subir les stigmatisations. Même si on la stigmatise, ça ne va pas trop jouer sur la personne. Okay. Mais ce faible accompagnement-là, joue beaucoup. Et on profite de cette plateau et lancer un appel à tous les bonnes volontés. Oui, on aura le temps. Madame Baldé, lorsque vous parlez de faible accompagnement des partenaires ou de l'État, est-ce qu'aujourd'hui on est censé créer une association sans un partenaire à vie, par exemple? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des associations qui n'ont même pas de partenaires, oui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est censé créer une association avec les personnes vivant avec le VIH sans un partenaire vraiment costaud, un partenaire qui vous accompagne de façon régulière? Bien sûr, parce que les associations, leur objectif c'est quoi? C'est des personnes qui ont les mêmes problèmes, qui ont une même vision, qui partagent les problèmes entre eux. Oui. Ils se rencontrent. Il y a d'autres qui ont pu surmonter, il y a d'autres qui sont dans le besoin de surmonter. Ils se complètent entre eux. En même temps, ils se programment, ils se donnent des objectifs. Ils partent d'eux-mêmes chercher des partenaires. Okay. Donc, ce n'est pas obligatoire que l'association ait un partenaire fixe. Okay. Il y a d'autres qui n'ont pas de partenaire fixe, mais souvent, il y a des petits accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et là, je vais rebondir un peu sur le VIH avancé. Le fait que la faible couverture du taux pour le dépistage du CD4, c'est ce qui nous permet de découvrir les patients qui sont en état avancé, en VIH avancé. Donc aujourd'hui, il y a MSF qui accompagne des patients qui sont, on voit des personnes vraiment sur le stade. Et c'est MSF qui les accompagne sur ces soins, très spécialisés et très coûteux aussi, pour diminuer un peu le décès de ces patients. Oui, qui viennent fatigués. Qui viennent très fatigués. Oui. Donc il y a d'autres qui sont sur l'échec thérapeutique et il y a d'autres qui abandonnent au profit parce que par manque de moyens, ils se donnent à l'indigénat. Donc à la fin, on les récupère à un stade qui est vraiment très critique. Très bien. On a un reportage à grand format qu'on va suivre, mais avant, on va demander à notre ami, notre frère, Monsieur Touré, y a-t-il des approches développées au niveau de votre organisation? Oui. Parlez-nous-en donc. J'ai souri tout à l'heure quand j'ai écouté Madame Baldé. C'est bien possible d'atteindre, de relever ces défis, donc d'atteindre ces objectifs. Et MSF a expérimenté des approches en Guinée et qui marchent fort bien, heureusement. Et par exemple, connaissant le contexte guinéen, donc pour nous permettre un peu de participer activement à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des sensibilisations communautaires pour l'accès au dépistage précoce. Et
dans les différents quartiers de Conakry, mais aussi nous avons les mêmes activités de promotion au dépistage à l'intérieur des différentes structures où nous intervenons. Okay. Donc, il y a le dépistage précoce dans la communauté et à l'intérieur des structures de prise en charge. À cela s'ajoute une sensibilisation via les médias. Nous organisons des sensibilisations radio, télévision pour interagir avec les populations guinéennes sur comment le VIH se transmet, sur comment il ne se transmet pas, sur comment on peut le prévenir, sur comment on peut vivre avec une personne vivant avec le VIH-Sida. Donc quand je disais tout de suite qu'il faut re-questionner notre contexte, c'est justement par rapport à notre situation de voir qu'est-ce qui pourrait marcher et qui soit adapté à nos réalités locales. Donc, le premier exemple, ce sont les sensibilisations radio-TV. Le deuxième exemple, je donnerai toutes les activités de sensibilisation, que ce soit de porte-à-porte ou de masse que nous organisons après la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Nous avons 15 jours que nous organisons en collaboration avec les associations, parce qu'une des particularités de MSF est due au fait que MSF place les personnes vivant avec le VIH-Sida au cœur de sa stratégie. Et comme le disait l'adage, Gandhi le disait fort bien, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Voilà. Donc aussi, il faut assurer la promotion du lien dans les soins. En fait, tout ce que nous dépistons dans la communauté, nous ne les abandonnons pas. Tous ceux qui sont positifs sont suivis jusqu'au moment où on s'assure que tel qui a été dépisté est bien rentré dans les soins, que la personne a intégré les soins. Aussi, nous assurons l'initiation précoce des enfants et des adultes. Des enfants vivant avec le VIH, les adultes vivant avec le VIH ont accès à un traitement spécifique, adapté à chacun d'entre eux, qui leur permet ici de rester dans les soins. Et puis nous traitons les infections opportunistes, parce que vous savez, le VIH-Sida fait appel à plusieurs infections opportunistes. Donc nous avons un traitement aussi pour permettre aux personnes vivant avec le VIH de gérer au quotidien ces infections opportunistes. Et puis, bien sûr, tout à l'heure, elle a parlé des associations. Ces associations ont créé ces espaces de rencontre et autres parce qu'elles ont eu la chance justement de bénéficier d'un support psychosocial qui a été initié à la base par Médecins sans frontières. Donc l'accompagnement psychosocial, c'est aussi une des stratégies qui a été offerte par MSF et qui nous permet aujourd'hui de faire face au VIH. Et puis il y a le suivi biologique. Donc tout ce qui est accès au CD4 dont elle vient de mentionner, tout ce qui est accès à la charge virale pour savoir quelle est la quantité du virus dans le corps, dans le sang. Donc tout ça, ce sont des mesures. Ce sont des stratégies qui sont développées par MSF et qui ont fait leur preuve parce qu'elles marchent très très bien. Donc ça c'est un peu par rapport à ce que je disais tout de suite sur le contexte. Mais vous me permettrez, parce que j'ai parlé au niveau de l'analyse de deux choses, j'ai dit qu'il faut revoir notre contexte, mais la deuxième chose aussi, il faut initier une stratégie qui va appeler, donc qui va identifier les personnes vivant, les personnes en état de VIH avancé, qui sont encore dans la communauté, qui ne sont pas parvenus dans les sites de prise en charge. Donc il faut offrir l'occasion à ces personnes-là, justement, d'avoir accès à leur statut, mais aussi d'avoir accès au traitement. Je suis désolé de vous le dire, mais aujourd'hui, la réalité, quand vous allez à l'USFR de Donka, qui est une structure où MSF prend en charge des patients en VIH avancé, en collaboration avec le ministère de la Santé, mais le tableau, il n'est pas du tout réduisant, madame.
Et vous voyez des personnes qui sont dans un état avancé, qui sont dans des stades avancés de la maladie. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, la détermination et la disponibilité des soignants ne suffiront pas. C'est beaucoup de personnes qui vont mourir. Et cela, nous pouvons l'éviter en Guinée. En faisant quoi? En faisant tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Surtout en se basant sur le dépistage précoce. Il faut connaître son statut et accepter la maladie. Alors, toute cette stratégie, Monsieur Touré, est focalisée ou est centrée seulement sur la zone de lutte du MSF, non? C'est-à-dire que vous êtes dans Grand Conakry. Toute cette bonne stratégie que vous venez d'énumérer est centrée seulement dans la zone de travail des MSF, c'est-à-dire dans Grand Conakry et à l'intérieur. Vous voulez intervenir, Madame Bodji? Peut-être avant que Bodji n'intervienne, parce qu'aujourd'hui, beaucoup me posent cette question. Pourquoi pas l'intérieur du pays? Je rappelle que MSF est un partenaire du ministère de la Santé. On le sait, mais MSF a une zone de travail. Nous n'avons pas la prétention de tout faire en Guinée. Nous offrons notre accompagnement. Donc le projet, il est basé à Conakry. C'est le projet VIH, tuberculose. Vous n'envisagez pas Conakry d'agrandir la zone de lutte? Peut-être ça appartiendra au chef de mission ou à ma hiérarchie. Peut-être ça serait... Même, pourquoi pas au ministère? Mais pour le moment... De vous donner beaucoup plus de portefeuille. Oui, mais je pense que pour le moment, cela n'est pas d'actualité. D'accord. Et ce qui est au rendez-vous, justement, c'est tout ce que MSF offre en termes de renforcement des capacités des agents du ministère de la Santé. C'est ce que MSF offre aussi en termes de renforcement des capacités au niveau des associations. Au niveau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Et depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, nous offrons notre accompagnement, notre appui technique à certaines associations du REGAP basées à l'intérieur du pays. Donc c'est comme ça que nous avons formé et accompagné une association à Kankan pour lui permettre d'organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. Nous avons fait la même chose tout récemment à Boké, Kamsar et Sangaredi. Et dans les conditions normales, MSF est en train d'étudier actuellement, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida et les hépatites, une demande venant des associations de Gawal pour leur permettre aussi d'avoir cette formation sur la stratégie de sensibilisation et de dépistage. C'est quoi l'avantage de cette série de formations? En fait, ce cycle de formation aura pour finalité de voir en Guinée des associations qui sont capables d'initier et de mettre en œuvre des activités de sensibilisation tout au long de l'année. Faire leur plan d'action, quoi. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est peut-être le lieu de lancer un petit appel à l'attention de tous les partenaires techniques et financiers. Et pour le moment, en Guinée, les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida ne sont pas suffisamment fortes. Elles ne sont pas autonomes en ce qui concerne l'accès au financement. Ces associations n'ont pas aujourd'hui la capacité de décrocher des financements, leur permettre de mettre en œuvre des activités de sensibilisation. Et MSF aujourd'hui forme, accompagne, mais aussi il arrive que MSF finance même les initiatives de sensibilisation et dépistage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui au niveau communautaire, c'est supporté et mis en œuvre par MSF en collaboration avec des associations. Parce que notre but, nous ne sommes pas là pour toujours. MSF va se retirer, mais ça serait à la société civile
de poursuivre, justement, de pérenniser le combat contre le VIH. Alors, en termes de sensibilisation. Allez, Madame Valdi, allez-y. Ok, bon. Oui, il a marché sur votre langue, là. Peut-être il a marché sur votre langue. Il a marché sur une partie de ma langue. C'est pas grave. C'est pas grave, mais juste ce que je vais augmenter sur la lutte. Toujours, comme il a si bien dit, il faut impliquer la communauté. Tel qu'il y a MSF, donc je dois profiter de cette plateau pour remercier davantage parce que MSF vraiment se bat pour les PVVH, pour les personnes vivant avec le VIH. Parce qu'il met la personne vivant avec le VIH au centre. Et pour cela, pour vous prouver, sur toutes les activités, pour cela, ils ont mis en place des PODI, des points de distribution des ARV qui sont gérés purement par des communautaires. Il n'y a pas de médecin. Et ça va diminuer la stigmatisation. Et ça va diminuer aussi la file d'attente dans les salles de consultation avec un médecin qui attend 50 patients, d'autres qui sont venus juste pour prendre leur ARV. Et ceux-ci, s'ils sont sous R6M qu'on dit rendez-vous de 6 mois, là on l'envoie au PODI en 15 minutes, il est servi. Là, il n'a pas assez de temps à perdre. Mais vous voyez, avant, c'est des patients qui partaient dans le centre. Avec les stigmatisations, ils risquent d'abandonner leur traitement. Avec cette approche, si on arrive vraiment à décentraliser ce genre d'approche-là, ça va beaucoup aussi aider dans la lutte. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Et si notre élément, est prêt, on peut suivre ensemble et puis revenir en plateau. Ok. La Guinée est un pays à forte stigmatisation. Et cette stigmatisation constitue une barrière majeure. Si tu as peur que quelqu'un ne sache en toi que tu as le VIH, tu vas vivre dans la cassette et finalement la maladie va t'emporter. Parce que Yankao mi a la team, Anama sera un alifé. Mais demain, à tout le monde il faudrait d'abord que les structures soient bien organisées, mais aussi qu'on lutte contre la discrimination et la stigmatisation, qui deviennent aussi un frein à l'accès au traitement antirétroviral. Les gens n'ont pas l'accès au dépistage. Les gens viennent à l'hôpital au stade avancé, donc ils ne font pas le test de dépistage à temps. On fait beaucoup plus de dépistage diagnostique en Guinée, c'est-à-dire que quand les gens arrivent dans les structures de santé et sont malades, on leur propose des tests de dépistage. Par contre, le nombre de dépistages volontaires est très très faible. Avec le dépistage communautaire qu'on réalise dans la communauté, on arrive toujours à détecter des personnes qui sont encore là, qui n'ont jamais eu le courage de faire leur test de dépistage, pourtant qui sont positifs. On a beaucoup médicalisé la prise en charge du VIH en Guinée. Donc presque la quasi-totalité de la prise en charge se passe dans les structures de soins. Il n'y a pas grand-chose au niveau communautaire. Tout est concentré en ville. Il y a des patients qui quittent par exemple de Sigiri, de Yomou pour venir se traiter à Conakry. Les malades sont obligés de parcourir des longues distances pour trouver un service de santé qui a la disponibilité des ARV qui peut assurer le suivi biologique. Et il y a des patients qui viennent qui n'ont même pas les moyens pour payer le transport pour arriver dans le centre de prise en charge. Et si vous demandez à ces patients de payer de l'argent aussi pour acheter ces médicaments à la pharmacie. Tout ce qui est examen hématologique est encore payant en Guinée. En dehors de ça, tout ce qui est examen biochimique est encore payant. Les frais d'hospitalisation sont payants pour les personnes vivant avec le VIH. L'accès aux intrants, qu'ils soient du labo ou aux pharmacies, ça reste un problème. Rien n'est plus difficile pour un prestataire quand il commence un traitement et que le patient un jour trouve qu'il y a une rupture de médicaments. Ça, c'est un défi qu'il faut essayer de résoudre. Les infirmiers et les ATS qui sont dans ces structures de santé doivent être formés et faire une délégation de tâches leur permettant de prescrire des antirétroviraux. Il faut mettre en place une bonne politique de sensibilisation. Là où il y a la télé, il faut utiliser la télé. Là où il n'y a pas la télé, il faut utiliser la radio. Il ne faudrait pas que ces campagnes de sensibilisation soient des phénomènes éphémères. Il faut mettre en place des équipes HP qui font le porte-à-porte. L'observatoire communautaire, c'est une structure qui peut
aider à l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau des structures de soins au-delà du VIH seulement. Et nous, on ne demande pas grand chose. Tout ce qu'on demande, c'est la prise en charge de qualité. On ne veut plus jamais entendre parler de cas d'un décès de sida normalement. Aujourd'hui, tout le monde devrait avoir l'accès au traitement. C'était donc le magazine proposé par MSF, Monsieur Touré, Madame Baldi. On a parlé de la stigmatisation, la proximité des structures de santé et la disponibilité des soins de qualité également. Donc une petite lecture par rapport à ça avant d'arriver, avant de donner la parole à Madame Baldi. Une petite lecture par rapport au magazine. C'est juste un résumé des défis de la Guinée par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Et comme on l'a dit, avec une bonne stratégie de prévention, avec un soutien à la société civile, avec un accès au financement pour l'approvisionnement des structures en intrants, donc médicaments et intrants biologiques, vous comprenez, avec la décentralisation du traitement. Et il a touché un aspect important qui vient d'être ébauché par Bodier, la délégation des tâches. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de MSF, on a un espacement de différents rendez-vous. Les personnes vivant avec le VIH-Sida, en fait, qui sont stables, qui sont sous traitement et qui sont stables aujourd'hui, en fait, ces personnes viennent de moins en moins dans les structures de prise en charge. Parce que nous avons une stratégie d'espacement des rendez-vous. Il y en a qui viennent tous les 6 mois, et il y en a qui viennent tous les 3 mois, ça dépend. Mais aujourd'hui, on a des patients qui ne voient les consultants que 2 fois. Dans l'année? Oui, ça, que 2 fois dans l'année. Voilà. Ben, c'est un... Ça, c'est le maximum. Voilà, c'est salutaire quand même. Hein, lorsqu'un patient a besoin que de son médecin que 2 fois dans l'année, ça veut dire qu'il est les conditions requises. Votre lecture, la deuxième partie, le numéro va s'afficher, le 620 58 90 73. Après vous, Madame Baldi. En fait, c'est juste le résumé qui a été fait. C'est pourquoi l'importance du dépistage précoce. Parce que quand la personne sait très tôt qu'il a le VIH dans son sang, il peut se mettre sous le traitement et pour ne pas développer la maladie. Mais s'il n'arrive pas à connaître son statut jusqu'à ce qu'il développe la maladie, là, il va développer la maladie sida. Dans le cas contraire, quand il se dépiste très tôt et il sait son statut, il peut être sous traitement et sans développer la maladie. Et c'est ces personnes-là qui sont appelées les personnes vivant avec le VIH, mais qui n'ont pas développé la maladie sida. Donc, ça leur permet de bien vivre et leur rendez-vous sera espacé de 6 mois. Ils n'iront qu'une seule fois. C'est-à-dire ceux qui sont dans les PODI, ils n'iront dans les centres qu'une fois dans l'année pour faire leur charge virale. Donc, l'importance de faire le test de dépistage précoce, c'est fondamental. C'est fondamental. Et ça peut barrer aussi la route au sida. Très bien. Oui. C'était pour dire que le numéro est affiché, le 620 58 90 73. Nous avons déjà notre premier appel. C'était pour dire que le numéro est affiché, le 620 58 90 73. C'était donc le premier appel, mais je crois que c'est encore affiché au bas de l'écran pour contribuer donc à l'émission, pour apporter votre contribution, votre expertise. Nous vous invitons à vous éloigner de votre poste téléviseur afin que nos invités puissent bien décrypter ce que vous voulez poser, la question que vous voulez donc nous poser. Éloignez-vous donc de votre poste téléviseur, sinon on ne pourra rien comprendre. On va prendre donc le deuxième appel. Allô? Allô? C'est la même chose.
Si vous pouvez nous afficher ça au bas de l'écran pour dire aux téléspectateurs de s'éloigner de leur poste téléviseur. Mais d'ici là, est-ce qu'on peut, les messages, les derniers mots, d'ici là, on va prendre. Donc, vous éloignez. Bonjour, madame, bonsoir. Vous ne pouvez pas vous écouter, vous regardez à la télé en même temps poser des questions, c'est pas possible. Allez. Éloignez-vous de votre poste téléviseur pour ceux qui veulent poser des questions. Sinon, nous, on va continuer à sensibiliser la population sans prendre des appels. Sinon, on va lire des messages, mais ce n'est pas le moment. On va prendre toujours des... Éloignez-vous de votre poste téléviseur, chers téléspectateurs. C'est eux qui veulent poser des questions. Sinon, on ne pourra pas. Monsieur Touré ne saura pas la question, ne pourra pas répondre à la question posée, et non plus Madame Baldé. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, je suis loin du téléviseur. Voilà. Votre nom, d'où vous nous appelez, monsieur? Oui. Vous vous appelez comment? Où vous nous appelez? Je m'appelle Barry. Barry comment? Barry Mohamed. Oui, vous nous appelez donc. Je suis à Sangaridi. Nous vous écoutons, monsieur Barry, donc. À Sangaridi. Nous vous écoutons. Ok. Nous avons demandé à propos des médicaments. Nous avons appris qu'il y a eu en France une... comment on appelle ça? Un traitement de VIH et des injections. Au lieu de prendre continuellement et journalièrement les médicaments, qu'il y avait des injections qui allaient de 3 en 3 mois ou bien de 6 en 6 mois. Des injections? Est-ce que c'est... Oui, des injections. D'accord. En France, déjà en Europe, déjà, c'est déjà pratiqué. Ok. Oui. Mais nous, jusqu'à présent, en Afrique, ici, on n'entend rien parler de ça, du traitement et de l'évolution des traitements. D'accord. Ouais. C'est ce que nous voudrons savoir. Ok. Alors, c'est vrai que tout commence de l'autre côté avant que ça arrive chez nous. Si c'est déjà sorti, c'est déjà un atout, c'est un acquis déjà. Peut-être dans quelques années, et nous aussi, nous aurons des vaccins contre la maladie. Monsieur Touré, vous en pensez quoi? Vous en dites quoi? En ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida, ce que je puis dire, c'est que les institutions humanitaires sont mobilisées, les chercheurs sont mobilisés, les États dans l'ensemble sont mobilisés. Donc c'est ce qui donne naissance à ce progrès dans la mise à disposition des médicaments contre le VIH-Sida. Nous avons tous entendu parler de ces injections dont il parle, mais pour le moment, en Guinée, je pense que le plus grand combat que nous menons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le traitement antirétroviral qui existe aujourd'hui soit accessible à chaque Guinéen et à chaque Guinéenne vivant avec le VIH-Sida. Pour le moment, nous sommes très loin de cet objectif. On souhaite que, dans quelques années, que ces injections viennent compléter un contexte où le médicament est hyper disponible dans notre pays. Mais pour le moment, c'est un défi et je pense que le ministère de la Santé, à travers le programme, se bat, mais ça ne marchera que lorsque les associations elles-mêmes, que lorsqu'elles mettront la pression, justement. Ok. Madame Baldé, vous avez envie de dire quelque chose? Bon. Il a déjà dit. Il faut toujours commencer par vous, hein, sinon il va marcher sur votre langue. Alors oui, c'est déjà parti. Est-ce qu'on va commencer maintenant? On va prendre quelques messages et quelques appels et puis on va lire quelques messages. Allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Michel Assako. Oui, monsieur Michel, nous vous écoutons. Je voulais demander comment le VIH là se transmet. Oh. Le VIH, comment se transmet? Madame Boudji, rapidement. Madame Baldé, plutôt. Ok, le VIH se transmet par 3 voies principales. Par la voie sanguine,
Ça, c'est partout où le sang passe. Oui. C'est ce qu'on appelle la voie sanguine. Et la voie sexuelle. Ok. Et la voie de la transmission de la mère à l'enfant. C'est les 3 principales voies de transmission du VIH. Ok. Vous pouvez noter, c'est des messages où on va répondre et on va prendre des appels. Bonsoir, je voulais savoir si une personne peut être contaminée par des moustiques et comment savoir si une personne est positive sans se faire dépister. C'est le premier message. Le second, elle s'appelle Sarah Camara depuis Koza. Elle voulait savoir les signes de la maladie. Bonsoir, dans le centre DREAM de Conakry, cité ministérielle, ce centre de traitement des personnes atteintes de sida, du VIH, ou bien il y a d'autres maladies. Bon, c'est un peu compliqué si vous surchargez et que je n'arrive pas à lire, vous abrégez. Il y a d'autres maladies traitées dans cette... Bon, le centre DREAM, c'est seulement là-bas on traite la maladie, le VIH, c'est le seul centre. DREAM, c'est un partenaire du ministère de la Santé qui lutte aussi contre le VIH-Sida. Mais voilà. Ok, c'est un des centres. Il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. Bon, on n'a pas de médecin. Nous avons. Est-ce qu'on peut savoir à partir d'un examen depuis quand on a le VIH? Y a-t-il une différence entre VIH et SIDA? Bon, les médecins ne sont pas là. Il y a des questions qu'on ne va pas se prêter à répondre. Nous n'avons pas de médecin. Nous avons une activiste et nous avons un responsable communautaire. Donc, tout ce qui est lié à la maladie, c'est-à-dire les causes de la maladie, les symptômes de la maladie, on peut essayer de répondre, mais nous n'avons pas de médecin sur le plateau. On va prendre des appels, c'est mieux, merci. Est-ce qu'il y a des questions que monsieur... Allô, bonsoir. On prend d'abord cet appel, oui. Allô. Vous allez bien? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Monsieur Akoya, je m'appelle Mme Camara. Madame Camara, nous vous écoutons. Oui, oui. Je vous demande quand est-ce que vous allez aborder le sujet des gens qui vivent avec le drépano là? Ah, c'est une proposition que vous nous faites? D'accord, c'est une proposition que vous nous faites? Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui vivent avec le drépano. Ça, c'est une maladie très grave aussi. D'accord, on prend note et on va essayer de contacter des médecins traitants. Ah, ça me fera plaisir. Ok, j'ai deux enfants ici qui sont drépanocytaires SS. D'accord. On va inviter Dr Diakité, Dr Dramé la prochaine fois. Mais on ne sait pas quand. Mais ça va être courant juin. Inch'Allah. Il n'y a pas de ça. Merci et prompt rétablissement à vous. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sida. Bientôt, nous arrivons au terme. Monsieur Touré, Madame Baldé, rapidement, si on finit avec vous, si on a une minute, on peut répondre à d'autres questions. Nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un message particulier à la communauté, à la population, aux autorités compétentes, au ministère de la Santé notamment? Peut-être à travers les questions de cette dame, je voudrais d'abord dire à toute la population guinéenne que le moustique ne transmet pas le VIH, parce que c'était une des questions qui vous a été posée. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est un peu par rapport au vocable sidéen. Je pense qu'il faut qu'on se méfie aujourd'hui de cette expression parce qu'elle est stigmatisante. Aujourd'hui, on parle de personnes vivant avec le VIH-Sida, qui est une personne tout à fait normale. Une personne vivant avec le VIH est comme n'importe quelle autre personne. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le VIH et vivre le plus longtemps que possible. Je voudrais dire à la population qu'à part les 3 voies qui ont été citées ici, aucune autre voie de transmission n'est dominante. S'il vous plaît, arrêtons de rejeter nos sœurs et nos frères
parce qu'on a simplement appris que tel ou tel vit avec le VIH-Sida. On peut vivre avec une personne vivant avec le VIH-Sida sans s'exposer à la maladie. Le VIH, c'est 3 voies, comme elle l'a dit. Le contact à travers un sang contaminé, les relations sexuelles non protégées, de la mère à l'enfant. S'il vous plaît, à part ces 3 voies, je peux avoir le VIH, vous pouvez m'embrasser, je peux transpirer, vous pouvez me serrer, on peut échanger les habits. S'il vous plaît, ce n'est pas ce qui transmet le VIH. J'insiste dessus parce que c'est revenu dans les questions. Oui. Je voudrais rapidement, on n'a plus le temps, sinon je ne saurais plus dire aux autorités que la Guinée peut bel et bien relever les défis par rapport à l'atteinte des 3,95. Voilà. Rapidement, un dernier mot. Sinon, moi, j'ai juste dire, appeler tout un chacun à faire son dépistage très tôt, précoce, pour prévenir le VIH. Et ne rejetons pas les personnes vivant avec le VIH. Parce qu'avec une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement, peut faire des enfants sans contaminer même leurs enfants. À plus forte raison, c'est proche. Ce n'est plus un tabou. Donc, approchons-nous, acceptons les autres, les PVV, les personnes vivant avec le VIH. Donc le thème, c'était donc les défis dans la lutte contre le VIH à l'horizon 2030. Nous avons en tout cas épluché beaucoup de questions nous permettant de comprendre qu'on a des défis, mais il y a quand même beaucoup d'efforts ont été consentis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je rappelle que nous étions avec M. Touré Sekou Tidiane, responsable des activités communautaires et du support aux patients GMSF, Madame Baldé Kadiatou Bodji, activiste, membre du réseau guinéen des associations des personnes infectées et affectées par le VIH, qui était donc nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres problématiques dans cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de ces numéros. D'ici là, prenez soin de vous et acceptons nos frères et sœurs vivant avec le VIH.